Bonjour, on est le dimanche 11 octobre 2020. Je vous propose le corrigé du CRPE session 2020, groupement 3. Donc, bien sûr, l'épreuve de mathématiques. Et je vais m'intéresser simplement à la partie 1 et 2, c'est-à-dire au volet scientifique. Alors, en bas de la description, je mettrai le lien afin de télécharger le sujet. Et donc, je vous recommande de le télécharger et donc de l'imprimer afin de suivre aisément ce corrigé. Donc l'épreuve, elle ressemblait à ceci. Donc très rapidement, il était question donc d'un potager AEFG qui doit respecter certaines contraintes. Donc je vous laisse lire tout ça. Nous avons donc une aire qui doit être égale à 90 mètres carrés. Et bien sûr, le potager est disposé le long du mur. Et donc le propriétaire souhaite le grillager avec une porte de largeur 1 mètre. Donc on souhaite que AG, on souhaite que cette largeur-là mesure entre 5 mètres et 20 mètres. Et donc la question, donc le potager, donc le rectangle AEFG, donc où E est un point du segment AB et G un point du segment AD et G un point du segment GP. Donc pour des raisons de coût, les enseignants cherchent à déterminer les dimensions du potager afin que la longueur totale du grillage soit la plus petite possible. Autrement dit, on doit respecter la contrainte de 10 mètres carrés d'air et on souhaite que la EF plus FP soit donc minimale. Donc première question, vérifier que si AG est égal à 5 mètres, alors la longueur du grillage est de 22 mètres. Petit b, on suppose maintenant que AG est égal à 7,50 m. Calculer la longueur du grillage nécessaire. Donc très simplement, donc si AG ici mesure 5 cm, donc, pardon, 5 mètres, sachant que l'aire totale du potager est de 90 mètres carrés, ce qui veut dire que notre longueur serait tout simplement égale à 90 divisé par 5, ce qui fait une longueur de 18 mètres. Donc longueur de 18 mètres, ce qui veut dire que la longueur totale du grillage, c'est tout simplement forcément ici 5 mètres. Donc là, on a mesuré AE égale 18 mètres. Mais bien sûr, il faut retirer 1 mètre pour l'ouverture donc de la porte, ce qui me laisse ici 17 mètres. Donc 17 plus 5, ça me fait bien 22 mètres. Ensuite, donc je vous proposais après une correction écrite, d'accord? Alors ensuite, on me dit cette fois-ci déterminer la longueur du grillage si AG a une mesure donc 7,50 mètres. Donc cette fois-ci, je refais le même calcul et donc je refais 90 divisé par 7,50 mètres. Alors je reprends ma calculatrice, donc 90 divisé par 7,50 mètres, ça me fait tout simplement 12 mètres. Donc en fait, cette fois-ci, AE est égal à 12 mètres. Donc PF est égal à 11 mètres. Et donc là, j'ai 7,50 mètres. Donc la longueur du grillage, c'est 11 mètres plus 7,50 mètres, ce qui me fait 18 mètres 50. Donc voilà ce que donne le corrigé. Alors, donc ici, on rédige ainsi. L'aire du potager, c'est tout simplement AG fois AE, d'accord? C'est AG que multiplie AE, donc l'aire du potager. Et comme l'aire du potager est égale à 90 mètres carrés, avec bien sûr GP égale à 1 mètre, et bien sûr la condition, il faut que AG soit compris entre 5 mètres et 20 mètres. Donc
AG fois AE égale à 90 mètres carrés. Donc AE est égal à 90 divisé par AG. Donc je divise par AG de chaque côté. Autrement dit, en divisant à gauche par AG, ça me fait ici forcément 1. Et en divisant à droite par AG, ça me fait 90 sur AG, ce qui me donne bien AE égale 90 sur AG. Mais comme AG égale 5 mètres, on a donc AE égale 90 sur 5 mètres, soit AE égale 18 mètres. Donc la longueur du grillage, c'est quoi? C'est AG plus AE moins GP, avec GP égale 1 mètre. On a donc une longueur du grillage égale à 5 plus 18 moins 1, c'est-à-dire 22 mètres. Et ensuite, on vous dit, on fixe AG, la longueur de AG maintenant égale à 7,50 m. Quelle serait dans ce cas-là la longueur du grillage? Et donc, avec AG égale 7,50 m, on effectue bien sûr les calculs dans le même ordre que précédemment. Et j'ai donc AE égale à 90 sur 7,50 m, ce qui me donne AE égale 12 mètres. Donc la longueur du grillage, c'est 7,5 m plus 12 moins 1, soit une longueur de 18,5 mètres. Donc ici, nous avons directement la question 2. La question 2, on me dit ceci. Dans la suite, on note petit x la longueur AG. Donc autrement dit, AG qui était égal à 5 tout à l'heure, puis à 7,5 mètres, est maintenant égal à x. Donc x exprimé en mètres. Et on appelle grand L la fonction qui à tout nombre x compris entre 5 et 20 associe la longueur Lx. Donc la longueur du grillage exprimée en mètres, etc. Prouver que. Alors rappelez-vous, nous avons ici, si on reprend exactement la même démarche que précédemment, on a donc Lx, la longueur, Lx. Rappelez-vous, c'était donc c'est AE. AE, c'est donc 90 mètres divisé, donc pour trouver la longueur du grillage, on fait 90 mètres divisé par la largeur qui est donnée x, mais il faut retirer 1 mètre pour la porte, et il faut rajouter bien sûr AG qui est égal à x. Donc réécrit, ça me donne bien x plus 90 sur x moins 1. Donc la réponse est relativement simple. Petit b, pour chacune des expressions suivantes, indiquer si elle est une autre expression de L de x, c'est-à-dire si on peut écrire L de x comme ceci, ou comme ceci, ou comme ceci, etc. Alors, donc ici, il est très facile, donc par inspection, on voit très vite que cette forme-là, réduite, si on réduit ça au même dénominateur, ça me donne donc x au carré sur x, plus 90 sur x, moins x sur x. Ce qui me donne en traçant un trait de fraction avec pour dénominateur commun x, j'obtiens ici donc x, ce qui me fait x au carré, moins x, plus 90. Donc la proposition 3 est une autre écriture de L de x. Maintenant, on peut aussi voir par inspection que L de x, je peux l'écrire ainsi. Je prends ces deux premiers termes. Plutôt, je prends ces deux derniers termes. Donc je garde le x. Et je réduis ces deux derniers termes au même dénominateur. Ce qui me donne 90 sur x moins x sur x. Et donc, j'obtiens x plus 90 moins x sur x. Donc, l'expression 2 est une seconde
est une autre expression pour formuler L de x. Donc en résumé, nous avons bien en résumé, nous avons bien comme bonne réponse la 2 et la 3. Alors maintenant, comment je fais pour démontrer que ni la 1 ni la 4 ne remplissent, ne redonnent pas, si vous voulez, une expression de L de x? Le plus simple, à mon sens, c'est de tout simplement prendre un contre-exemple. Donc si je calcule par exemple L de 1, si je calcule L de 1 ici, je remplace x par 1, ce qui me donne 1 plus 90 sur 1 moins 1, ce qui me donne tout simplement 90. Alors je vais calculer ici L de 1, donc je remplace x par 1, ça me fait 1 plus 89 sur 1, et ça fait encore 90. Alors on pourrait bien sûr penser que effectivement c'est la même expression, mais attention, c'est vrai pour x égale 1. Donc si maintenant je prends x égale 2, alors je remplace ici par 1, ça me fait aussi 1 plus 89 sur 1, ce qui fait encore 90. Donc on pourrait supposer que l'expression 1 et l'expression 4 sont d'autres expressions de L de x. Mais la réponse est fausse parce que c'est vrai pour 1, mais ce n'est pas vrai pour toutes les valeurs de x. C'est ce qu'on va essayer de montrer. Donc si je calcule maintenant L de 2, L de 2, ça me fait donc 2 plus 90 sur 2 moins 1. Alors 90 sur 2, ça fait 45. 45 plus 2, ça fait 47. 47 moins 1, ça fait 46. Je calcule ici L de 2. Non, pas tout à fait L de 2, mais je remplace x par 2. Parce que je ne sais pas encore que, je ne peux pas encore affirmer que ça est bien sûr L de x. Donc je vais remplacer x par 2, ce qui me donne 2 plus 89 sur 2. Et là, vous voyez très bien que 2 plus 89 sur 2, donc ça me fait tout simplement donc 44,5, ce qui me donne 46,5. Donc vous voyez bien que 46,5 est différent de 46, par conséquent l'expression 1 n'est pas une expression de L de x. Idem ici, je remplace x par 2, ça me fait donc 4 plus 89 divisé par 2, ce qui fait 93 divisé par 2, et ça me donne pareil 46,5. Et 46,5 est bien entendu différent de l'expression proposée pour L de x. C'est-à-dire ici, on avait trouvé 46. Alors mon corrigé, ce que j'avais écrit, c'est ceci. Donc si L de x est la longueur du grillage exprimée en mètres, alors L de x est forcément égal à x plus 90 sur x moins 1. Pourquoi? Parce que comme AG égale x, AE égale 90 sur x. Et donc bien sûr, on retire 1 mètre pour la porte. Pour montrer que les expressions 1 et 4 ne sont pas des expressions de L de x, il suffit de prendre un contre-exemple. Donc en posant x égale 2, par exemple, on a L de 2 égale 46. L'expression 1 renvoie une valeur différente. En effet, en remplaçant x par 2 dans l'expression 1, on trouve 46,5. Idem pour l'expression 4 qui renvoie aussi une valeur différente. Donc en remplaçant x par 2, ça me fait 2 au carré plus 89 divisé par 2, ce qui me donne encore une fois 46,5. Donc l'expression 2, en revanche, est bien une autre expression de L de x. En effet, L de x est égal à x plus 90 sur x moins 1. Après réduction au même dénominateur, on obtient bien x plus 90 moins x sur x. Et donc pour l'autre forme, après réduction de Lx au même dénominateur, on obtient bien x au carré moins x plus 90 sur x, qui correspond à l'expression 3, qui est donc la seconde expression de L de x. Alors on continue notre exercice. Cette fois-ci, on a une résolution graphique.
Donc forcément, cette fonction L est représentée, par cette courbe. Donc ici, nous avons donc en abscisse x et la longueur de AG, d'accord? Donc ici, nous avons ici la longueur de AG. Par exemple, pour x égale 5, rappelez-vous, hein, pour x égale 5 tout à l'heure, rappelez-vous, pour x égale 5, donc on était à peu près ici, donc ça c'est 1, 2, 3, donc là 1, 2, donc 5 c'est à peu près au milieu ici, donc pour x égale 5, j'avais bien un périmètre du grillage égal à combien? Égal à 22. D'accord? Voilà. Hein, c'est comme ça que ça se lit. Donc ici, ça va de 2 en 2, 2, 4, 6. Donc là, c'est du 2. Donc là, ça va de 2 en 2. Donc il faut bien savoir lire le graphique. Là, j'ai fait un geste malheureux. Ok. Donc là, encore une fois, j'ai dit que là l'unité, là, ça va de 2 en 2, d'accord? Et donc là, j'ai bien 22. Alors, on y va, donc on va répondre aux questions. Question numéro 1. Question numéro 1. On me dit ceci. Déterminez graphiquement la longueur de grillage lorsque AG égale 18. Les valeurs possibles de AG lorsque la longueur de grillage est de 20 mètres. La valeur de AG pour que la longueur du grillage soit minimale. Bien. Donc la longueur de grillage lorsque AG égale 18 mètres, je repère ici l'abscisse 18. Je repère ici l'abscisse 18. Et la longueur du grillage, c'est tout simplement l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse 18. Donc je cherche l'ordonnée de la courbe d'abscisse 18 et je lis tout simplement l'ordonnée de ce point. Je lis la valeur ici. Ce qui me donne effectivement pour AG égale 18, la longueur du grillage est tout simplement égale à 22 mètres. D'accord? Ok. Ensuite, les valeurs possibles de AG lorsque la longueur du grillage est de 20 mètres. Donc les longueurs possibles de AG lorsque la longueur du grillage est de 20 mètres, il suffit de déterminer les abscisses des points de la courbe d'ordonnée, les abscisses des points de la courbe d'ordonnée combien? 20. Donc je trace la parallèle à l'axe des abscisses au point d'ordonnée 20. Je vais prendre une couleur différente. Voilà. Donc ici, et là je fais ma lecture graphique, je lis ma valeur ici 6, et je lis ici une seconde valeur, alors je vais vérifier après, seconde valeur qui est, donc là 2, 4, 6, 2, donc 14, alors attention, je ne dis pas de bêtises, donc 0,5. Alors, donc il faut bien lire votre unité. J'ai du mal à...
peut-être que j'ai pas tout à fait bien tracé mon segment ici. Donc, on a dit x égale 20, donc faut bien donc quelque part en fait je les ai peut-être pas tout à fait bien tracés. Donc ça serait quelque part ici. Voilà, à peu près. Donc là je lis AG égale 6, ou bien sûr ici AG égale 15. Ensuite on me demande quelle est la valeur AG pour que la longueur du grillage soit minimale. Donc la longueur du grillage, pour que la longueur du grillage soit minimale, il suffit de rechercher, donc je reprends, voilà, il suffit de rechercher le point, l'abscisse du point, le point le plus bas de la courbe. Donc tout le monde a compris que, alors bien sûr ça c'est vraiment approximatif, donc le point le plus bas de la courbe se trouve quelque part ici, ce qui fait à peu près du 9,5 à peu près 9,5 mètres. Alors donc je vais regarder un peu ce que j'ai fait dans mon corrigé. Donc ici alors ici donc on me dit la longueur, donc là j'ai fait la figure un peu plus bas et donc j'ai repéré ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc ici pour une longueur pour 20, donc j'ai ces deux valeurs, donc 6 et 15 pour AG. Ensuite pour une longueur de grillage, pour AG égale à 18, la longueur du grillage est de 22 mètres. Et ensuite, la valeur minimale, c'est ici à peu près, donc le point le plus bas de la courbe, c'est à peu près 9,5. Donc c'est ce que j'ai proposé comme corrigé ici. Donc la longueur de grillage lorsque AG est égal à 18 et l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse 18. On lit donc 22 mètres. Les valeurs possibles de AG lorsque la longueur de grillage est de 20 mètres sont les abscisses des points de la courbe d'ordonnée 20. On lit AG égale 6 mètres et AG égale 15 mètres. La valeur de AG pour que la longueur de grillage soit minimale est approximativement l'abscisse du point le plus bas de la courbe, soit AG égale tout simplement 5 mètres. Ok, donc maintenant on va passer à la question suivante. Question suivante, cette fois-ci, on me dit le compost et le potager. Le projet prévoit par ailleurs la fabrication et l'utilisation de compost pour entretenir le potager. Le bac à compost sera posé à l'extérieur du potager. Ce bac est assimilé à un parallélépipède rectangle à base carrée. Donc ici, effectivement, j'ai un carré de 1,6 m de côté et de hauteur 1,2 m. Première étape, premier calcul, quel est le volume du bac exprimé en mètres cubes? Bon, le volume du bac, c'est tout simplement l'air de base, n'est-ce pas? C'est tout simplement l'air de base multiplié par la hauteur. Donc l'air de base, c'est un carré, donc ça fait 1,6 fois 1,6, ce qui fait 1,6 au carré, que multiplie 1,2. Donc ça, c'est le volume que l'on peut calculer rapidement. Donc 1,2 au carré. Pardon. 1,6 au carré que multiplie 1,2. Nous avons donc un volume de 3,2
3,72 mètres carrés. On vous dit que le compost se transforme naturellement et son volume diminue de 20% par mois. En remplissant le bac en totalité, quel sera le volume du compost au bout de 1 mois? Donc très rapidement, il faut bien maîtriser ce qu'on appelle les taux d'évolution, que ce soit une hausse ou une baisse, ou bien une augmentation ou une diminution. Donc à une hausse de t%, nous avons un coefficient multiplicateur égal à 1 plus t sur 100. Et à une baisse ou à une diminution de t%, nous avons un coefficient multiplicateur égal à 1 moins t sur 100. Donc ici, il est question d'une diminution de 20%, ce qui veut dire que le coefficient multiplicateur associé, c'est 1 moins 20 sur 100, c'est-à-dire 1 moins 0,2, soit un coefficient multiplicateur égal à 0,8. Par conséquent, le volume du compost au bout de 1 mois est tout simplement égal au volume du bac, c'est-à-dire le volume de compost au début, 0,72, que multiplie bien sûr le coefficient multiplicateur, et donc multiplié par 0,8, ça me fait tout simplement 2,4576 mètres cubes. Alors ensuite, on me pose la question suivante, on me demande, là je peux effacer, on me dit ensuite, alors, bon, on va voir d'abord ça, je vais d'abord donc vous donner le corrigé, voir si on a bon. Alors, donc on a dit ici, donc le volume du bac c'est 1,6 au carré fois 1,2, soit 3,072 mètres cubes. Le coefficient multiplicateur associé à une diminution de 20% est égal à 1 moins 20 sur 100, soit 0,8. Donc le volume du compost au bout de 1 mois est égal à 3,072 fois 0,8, soit 2,4576 mètres cubes. Donc là, je donne la réponse exacte puisque on ne me demande pas d'arrondir. Et puis là, puisque j'ai un nombre de décimales limité, donc je m'octroie le droit de donner une valeur exacte. On passe maintenant à la question suivante. Question suivante qui dit quoi? Les enseignants ont rempli l'évolution du volume du compost disponible à la fin de chaque mois d'un bac. Rempli, voici ce qui a été trouvé. Donc ici, le nombre de mois et le volume de compost en mètres cubes. Donc là, vous avez compris, on retrouve bien notre calcul précédent. Donc ça vous permet quand même souvent de vérifier vos réponses. Donc ici, si vous regardez bien, au bout de 1 mois, j'ai au départ 3,072 que multiplie par 0,8 et je retrouve bien le 2,4576. Question. Quelle formule faut-il saisir dans la cellule C2? Donc quelle formule saisir ici pour remplir ensuite l'ensemble de la ligne 2 en étirant la cellule C2 jusqu'à la cellule L2. Donc la formule à entrer dans la cellule C2, c'est tout simplement égal B2 que multiplie 0,8. Et vous avez compris, là nous avons ce qu'on appelle un adressage relatif. Autrement dit, lorsque vous tirez votre formule, lorsque vous allez la tirer vers la droite, forcément le B2 va devenir C2. Donc ça fera C2 fois 0,8 et vous trouverez cette valeur. Donc si vous faites ça fois 0,8, vous retrouvez cette valeur. Et en tirant, bien sûr ici, vous aurez quoi ici? Vous aurez D2 fois 0,8. Là, vous aurez E2 fois 0,8, ainsi de suite. Ensuite, plus longtemps dure la maturation du compost, meilleure sera sa qualité. Au bout de 5 mois, la classe décide d'utiliser le compost pour les 40 mètres carrés de plants de salade du jardin. Y a-t-il suffisamment de compost
pour en épandre sur une épaisseur de 3 cm. Donc attention, ici les résultats qui me sont donnés ici, les résultats sont en mètres cubes. Ici j'ai une aire de base égale à 40 mètres carrés. Je vais donc calculer le volume de compost nécessaire. Donc ça me fait 40 que multiplie. Je convertis les centimètres en mètres, ce qui fait 0,03 mètres. En multipliant, ça me fait donc 120, 3 fois 40, et donc en déplaçant la virgule de 2 rangs, ça me fait donc 1,2 mètres cubes. Et donc là, je vois qu'au bout de 5 mois, j'aurai comme compost disponible 1,0066. Par conséquent, la réponse est non. La quantité ne sera donc pas suffisante. Alors, je vous propose de le corriger très rapidement. Voilà ce que ça donne. Alors, j'ai du mal. Voilà, j'ai la lumière en face des yeux. Alors, le corrigé me donne ceci. Pour remplir l'ensemble de la ligne 2 après étirement, il faut saisir dans la cellule C2, n'est-ce pas, la formule égale B2 fois 0,8. Ensuite, le volume de compost nécessaire au bout de 5 mois est de 40 fois 0,03 m3, soit 1,2 m3. Il n'y a donc pas suffisamment de compost pour épandre sur une épaisseur de 3 cm, car au bout de 5 mois, son volume d'après le tableur est de 1,0066 m3. On passe maintenant, si vous voulez bien, à la partie C. Alors, la partie C, elle dit ceci. En période 4, les élèves décident de planter des pieds de salade. Dans le commerce, plusieurs tarifs sont proposés. Tarif A, prix d'une barquette de 5 plants, 1,20 € par barquette. Tarif B, prix d'un plan, 0,25 € à partir de 50 plants. On a une réduction de 5% faite sur l'ensemble de la commande. C'est-à-dire que si la personne commande 49 plants, elle paiera 0,25 €. Et si elle commande 50 plants, 51, 52, etc., elle paiera 0,25, bien sûr, après une réduction de 5%. Ensuite, le tarif C, achat d'une carte de fidélité de 3 €, puis 0,20 € le plan. Question numéro 1. Quel va être le tarif le plus avantageux pour l'achat de 40 plants? Alors, pour l'achat de 40 plants, je vais d'abord pour le tarif A. Le tarif A, je vais voir combien de barquettes de 5 plants. Donc, je vais acheter ici. Je fais donc 40 divisé par 5. 40 divisé par 5, ça me fait donc 8 barquettes. 8 barquettes à 1,20 € la barquette. Donc, au tarif A, les 40 plants me coûteront 9,6 €. J'ai acheté 40 plants, quantité inférieure à 50. Donc forcément, le prix d'un plan étant de 0,25, il m'en coûtera pour 40 que multiplie 0,25. Et donc ça fait 10 €. Ensuite, tarif C, la carte de fidélité est de combien? 3 €. Donc ça me coûtera d'abord 3 € plus 40 fois 0,2 pour chaque plan. Donc 0,2 ça fait donc 8. 8 plus 3 ça fait 11 €. Donc le tarif le plus avantageux, bien entendu, est le tarif A. Alors, donc le corrigé, qu'est-ce qu'il donne? Il donne ceci. Alors, pour 40 plants, correspondant, donc il y a forcément 8 barquettes de 5 plants. Donc l'achat au tarif A s'élève à 8 fois 1,20, soit 9,6 €. L'achat de 40 plants
ne donne aucune réduction avec le tarif B, puisqu'on a acheté moins de 50. Donc l'achat au tarif B s'élève donc à 0,25 fois 40, soit 10 euros. Et enfin, l'achat au tarif C s'élève à 3 plus 0,2 fois 40, soit 11 euros. Par conséquent, le tarif A est donc le plus avantageux pour l'achat de 40 plans. Maintenant, question numéro 2. L'école dispose d'un budget de 30 euros. Quel tarif permet d'acheter le plus de pieds de salade? D'accord, 30 euros. Donc, on va commencer avec le tarif A. Donc ici, la réponse, elle est comme ceci. Avec un budget de 30 euros, on peut acheter avec le tarif A 30 divisé par 1,2, ça me donne 25 barquettes. Mais dans chaque barquette, il y a 5 plans. Ce qui veut dire qu'avec 30 euros, au tarif A, je peux acheter exactement 125 plans. Donc avec un budget de 30 euros, on peut acheter. Alors maintenant, au tarif B, avec un budget de 30 euros, on peut pas, avec un budget de 30 euros, on peut acheter plus de 50 plans avec le tarif B. C'est logique. En effet, si on suppose que l'on peut, supposons que l'on puisse acheter moins de 50 plans, on aurait donc alors acheté 30 divisé par 0,25, ce qui donne 120 plans, ce qui contredit notre hypothèse. Donc forcément, avec 30 euros, on aura droit à 5% de réduction. Une réduction de 5%, on associe donc, comme on a dit, un coefficient multiplicateur de 1 moins 5 sur 100, soit 0,95. Donc le tarif B après réduction est donc égal à 0,2375, c'est-à-dire 0,25 fois le coefficient multiplicateur 0,95. Donc avec un budget de 30 euros, on peut donc acheter au tarif B 30 divisé par 0,2375. Bien sûr, il faut prendre le nombre entier par défaut, ce qui donne 126 plans. Donc le tarif B est déjà plus avantageux que le tarif A, puisque le tarif A nous permet d'acheter 125 plans. Maintenant, pour le tarif C, rappelez-vous, nous avons donc investi 30 euros, mais nous avons 3 euros de carte de fidélité, ce qui veut dire que il me restera donc 27 euros, 30 moins 3, 27, divisé par 0,2 pour trouver le nombre de plans. Alors donc voilà ce que ça donne. Pour le tarif C, avec un budget de 30 euros et après déduction de la carte de fidélité de 3 euros, reste 27 euros. Ces 27 euros me permettent d'acheter 27 divisé par 0,2, soit 135 plans. Résultat bien sûr arrondi à l'unité près par défaut. On en conclut qu'avec un tarif de 30 euros, le tarif C permet d'acheter le plus de pieds de salade. Alors, la dernière question est un peu plus délicate. On me dit ceci. À partir de l'achat de combien de plans le tarif C devient-il plus intéressant que le tarif B? Donc, on va comparer le tarif B et le tarif C et on va déterminer à partir de combien de plans il vaut mieux avoir recours au tarif C. D'accord? Alors, on y va. Alors, pour le tarif B, rappelez-vous, il y a deux situations. Soit le nombre de plans est inférieur à 50, auquel cas pas de réduction, soit le nombre de plans est supérieur à 50, et donc on a droit à une réduction de 5%. Donc on va envisager ces deux possibilités. Alors, soit n le nombre de plans achetés. On va considérer deux cas. Premier cas, le nombre n acheté est compris entre 0 et 50. Donc le coût de n plans au tarif B est forcément égal à 0,25 fois n, qui est inférieur à 50. Donc, et le tarif C, c'est bien sûr 0,2n, 0,2 fois le nombre de plans, donc petit n, plus 3. Pour déterminer à partir de l'achat de combien de plans le tarif C devient-il plus intéressant que le tarif B, il suffit de déterminer le plus petit entier n inférieur à 50, solution de l'inéquation. Solution de l'inéquation. Donc on résout cette inéquation, on ajoute ici moins 0 de n,
on ajoute ici moins 0 de n, donc là ça me fait tout simplement 3, et là ça me fait 0,25 moins 0,2, ça me fait 0,05 n. Je divise les deux membres par petit n, mais comme petit n est positif, donc ça me fait, en divisant ici par petit n, d'accord, en divisant par petit n, donc je fais 0,05 n plus grand que 3, je divise par 0,05 n, 0,05 pardon, et je divise par 0,05, ce qui me donne petit n supérieur à 3 sur 0,05, ce qui fait n strictement plus grand que 60. On en déduit que donc forcément le tarif C est plus avantageux pour n plus grand que 60. Mais comme on a fixé n inférieur à 50, dans ce cas-là, le tarif B est toujours plus avantageux que le tarif C. Donc si la personne achète moins de 50 plans, c'est toujours le tarif B qui est préféré au tarif C. Maintenant, on va se placer dans le cas où n est supérieur à 50. Donc si n est supérieur à 50, au tarif B, on a droit à une réduction de combien? De 5%. Donc le prix unitaire pour le tarif B, rappelez-vous, on avait calculé précédemment, c'était, rappelez-vous, c'était 0,25 fois 0,95, c'est-à-dire 0,2375. Donc c'est parti. Le tarif B donc est égal à, pour n plans, ça fait 0,2375 et le tarif C c'est toujours 0,3 n plus 3. Donc on résout toujours notre inéquation. Donc le tarif C est inférieur au tarif B. Donc on résout cette inéquation. Donc ici, je rajoute moins 0,2 n aux deux membres. Ça me laisse ici 3. Et donc je fais 0,2375 moins 0,2, ça me fait 0,0375 n, d'où petit n est plus grand que. Donc là, il faut bien comprendre que si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les inéquations, on peut proposer, je peux vous la proposer dans ce sens. Vous voyez, c'est beaucoup plus pratique. Donc on va la résoudre comme ceci. Est supérieur à 0,2 n plus 3. Je rajoute moins 0,2 n aux deux membres. Je rajoute moins 0,2 n aux deux membres. Donc ça fait 0,2 n plus 3 moins 0,2 n. Donc ici, bien sûr, j'ai fait ça pour éliminer moins 0,2 n. Je fais mon opération ici, ça me laisse 0,0375 n est supérieur à 3. Je vais diviser les deux membres par un nombre positif, donc je ne change pas le sens de mon égalité. Donc là, j'ai 0,0375, strictement plus grand que 1 sur 0,0375. Je simplifie et ça me fait n strictement plus grand à 3. Attention, 3 sur 0,0375. N'oublions pas que n est un entier naturel. Donc il faut trouver, il faut déterminer le plus petit entier. Donc là, on fait la division, on trouve 80. Le plus petit entier n vérifiant cette inégalité est donc 81. Donc le tarif C devient plus avantageux que le tarif B. Le tarif C devient plus avantageux que le tarif B à partir de l'achat de combien? De 81 plans. Voilà, donc ce qui se dit ici, donc le tarif C devient donc plus intéressant que le tarif B à partir de l'achat de 81 plans. Donc pour 80 plans, apparemment, on aurait presque le même tarif. Donc effectivement, pour n égale 80, vous avez bien sûr un tarif égal à 19 € pour le tarif B et le tarif C. Donc c'est à partir de 81 plans, pour que le tarif C
devient plus intéressant, il faut bien sûr que n soit strictement plus grand que 80, donc à partir de 81. Bien, on va maintenant aborder la deuxième partie, donc exercice 1. Alors cette question est, à mon sens, vous allez voir, plutôt bizarre. Donc ici nous avons un programme Scratch, donc le programme ci-dessous nous a été écrit avec le logiciel Scratch. Montrer que si l'utilisateur rentre le nombre 5, alors le lutin va dire 165 pendant 20 secondes. Alors regardez bien ici, donc le script commence ainsi, donc quand le drapeau est cliqué, demandez, alors donne-moi un nombre, donc on va entrer par exemple 5. Donc x va recevoir quelle valeur? 6 plus la réponse. Comme j'ai entré 5, donc x prendra la valeur 6 plus 5, ça fait 11. Ensuite, on va mettre y, donc y va recevoir quelle valeur? 3 fois la réponse. Rappelez-vous, on a rentré 3 fois 5. Donc ça fera 3 fois 5, ça fait 15. Et ensuite, le résultat final, donc dire, puisqu'on me demande ce que le lutin va dire, ben, le lutin dira x fois y, donc x a reçu 11, y a reçu 15, et bien sûr 11 fois 15, ça fait bien 165. Alors maintenant pour la deuxième question, c'est plutôt, je dirais, je pense que, enfin en tous les cas je vous livre mes deux réponses. Que va dire le lutin pendant 20 secondes si l'utilisateur rentre le nombre 7 plus 2 dixièmes? Il faut savoir que lorsque vous entrez sous Scratch cette valeur-là, en fait, Scratch ne reconnaît pas la fraction. Donc en fait, si vous entrez 2 plus 7 dixièmes, Scratch va simplement prendre le nombre 2, et donc il va allouer à x la valeur 6 plus 2, ça fait 8. Et donc il va attribuer à y la valeur 3 fois 2, ça fait 6. Et donc 8 fois 6, 8 fois 6, ça fait donc 48. Alors même plus que ça, si vous entrez 2 plus 7 dixièmes, ça va considérer ça comme tout simplement une chaîne de caractères. Donc ça me renverra pour x, c'est comme si vous avez rentré 0 en fait, x sera égal à 6. Et y serait égal à 3 fois 0, donc 0. Et donc ça fait 6 fois 0, ça fait 0. Regardez, si on prend regardez ce petit script là, je vais entrer, donc là je demande un nombre, je mets x à réponse et je dis que x est égal à 6 plus réponse. Admettons que j'entre 8, donc en théorie ça devrait m'envoyer 14. Donc bien sûr 8 plus 6, 14. Maintenant, si j'entre un nombre du type 2 plus 7 divisé par 10, ben, ça va considérer ça comme tout simplement une chaîne de caractères. Donc c'est comme si j'avais rentré 0, donc ça me fera 0 plus 6, et ça m'affichera 6. Voyez, c'est comme si j'entrais Toto. Si j'entre Toto, donc la réponse est 0, et donc ça m'affiche 0 plus 6, ça fait 6. Ce qui veut dire que ici, en fait, tel que la question est posée, on va donc supposer que le programme puisse calculer, donc effectuer ce calcul fractionnaire, auquel cas la réponse serait donc x serait égal, x prendrait, donc x recevra la valeur, x va recevoir la valeur, donc entrée 2 plus 7 dixièmes, donc x recevra la valeur 27 dixièmes, puisque 20 sur 7 plus 7 sur 10, pardon, 20 sur 10 plus 7 sur 10, ça fait 27 dixièmes. Et y va recevoir quelle valeur? 3 fois la réponse, donc 3 fois 2 plus 7 dixièmes. Donc si je fais le calcul, donc là j'ai 2 plus 7 dixièmes, c'est tout simplement, donc pardon, là j'ai fait une petite erreur. Alors, je reprends.
Donc, pardon, c'est 2 plus 7 dixièmes qui est égal en fait à 27 dixièmes. Donc ça c'est ma réponse. Donc x va recevoir quelle valeur? 6 plus 27 dixièmes. Donc 60 dixièmes plus 27 dixièmes, soit 87 dixièmes. Alors que y recevra 3 fois ma réponse, donc 3 fois 27 dixièmes, c'est-à-dire au total 81 dixièmes. Et ensuite dire xy, donc la réponse finale, donc le lutin va sortir quoi? Donc xy prendra la valeur 87 sur 10 que multiplie 81 sur 10. Donc en effectuant cette opération, 87 fois 81, ça me fera donc 7047 sur 10 fois 10, 100. Donc le lutin m'affichera soit 7047 sur 100, si je l'ai programmé comme ça, ou alors 70,47. Ok, encore une fois, donc cette question est très délicate. Donc il aurait fallu donner un peu plus de précision. Voilà, donc encore une fois, si je dois entrer le 2 plus 7 dixièmes, c'est comme si j'entrais 0. Et donc ça m'affichera pour x6, pour y0, et donc le lutin dira 0. Maintenant, si vous gardez les fractions, ben vous avez comme finale 7047 sur 100. Ensuite, quel nombre ont pu être rentrés dans réponse si le lutin dit 0 pendant 20 secondes? Donc on vous dit que le lutin, en fait ici, le lutin dit 0. Ça veut dire qu'en fait, x fois y est égal à 0. Et donc on sait qu'un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Donc soit x égale 0 ou y égale 0. Donc j'ai deux possibilités. Pour avoir x égale 0, il suffit que ma réponse soit moins 6. Pour avoir y égale 0, il suffit que ma réponse soit 0. Donc les solutions sont moins 6 ou 0. Autrement dit, si je reprends le programme précédent, donc le programme de Scratch ici, et si j'exécute ce programme-là, si j'entre moins 6, ça m'affiche forcément 0. Et si j'entre 0, ça m'affiche 0. Donc les deux réponses, c'est moins 6 et 0. Alors maintenant, le corriger, voilà ce que j'ai proposé. Donc, si l'utilisateur entre le nombre 5, x prend la valeur 6 plus 5, ça fait 11, et y prend la valeur 3 fois 5, soit 15, donc le lutin va dire 11 fois 15, soit 165. Donc ici, je ne sais pas si ma première réponse est justifiée, mais bon, je préfère vous la donner. Donc si l'utilisateur entre 2 plus 7 dixièmes, parce qu'à mon sens, il va entrer 2,7. Mais en supposant qu'il entre 2 plus 7 dixièmes, eh bien, x prendra la valeur 6, puisqu'on va considérer 7 dixièmes comme étant égal à 0, et y prendra la valeur 0. Par conséquent, le lutin dira 6 fois 0, c'est-à-dire 0. 2 plus 7 dixièmes est considéré comme 0 par Scratch. Maintenant, supposons que le logiciel reconnaisse l'écriture fractionnaire, ce qui n'est entendu pas le cas, sauf si programmé préalablement. Alors, comme le nombre entré est sous nom fractionnaire, on peut supposer qu'un résultat présenté sous la même forme est attendu. Je fais une supposition. Donc, si l'utilisateur entre 2 plus 7 dixièmes, c'est qu'en fait, x prendra la valeur 6 plus 2 sur 7 dixièmes, soit 87 dixièmes. Et y prendra la valeur 3 fois la valeur entrée, 3 fois la réponse, et donc ça fait
14 fois 3, pardon, 14, 27 fois 3, ça fait donc 81 sur 10. Donc le lutin va dire, donc il fait l'opération, et ce qui me donne 7047 sur 100. Ensuite, si le lutin dit 0, alors, si le lutin dit 0, alors soit x, soit y doit prendre la valeur 0, car le résultat qui est égal à x fois y est un produit de facteurs, et ce dernier est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. On a donc soit 6 plus réponse qui doit être égale à 0, ça veut dire que la réponse doit être égale à moins 6, autrement dit, on doit entrer moins 6, ou 3 fois réponse égale 0, donc réponse égale 0. Donc les nombres rentrés dans réponse sont soit moins 6, soit 0. On passe à l'exercice 2. Dans cet exercice, tous les dés sont équilibrés. Arthur possède 2 dés classiques. Les faces sont numérotées de 1 à 6. Donc les dés classiques. Et en revanche, Juliette, elle possède 2 dés dont les faces sont numérotées de la façon suivante. Donc là, vous avez ce qu'on appelle le patron de chaque dé. Donc ça veut dire que dans le dé numéro 1, vous avez 2 fois le chiffre 2, 2, 3, 1, 4, 1 et 4. Dans le dé numéro 2, vous avez 1, vous avez 2 fois le chiffre 3, vous avez 4, le 6 et le 8. Donc Arthur et Juliette définissent une règle du jeu. Chacun d'eux lance ses 2 dés, puis additionne les nombres obtenus. Par exemple, si Arthur lance ses 2 dés et que le premier dé indique, par exemple, indique 3 et que le second dé indique 4, donc Arthur aura marqué quelle somme? 3 plus 4, ça fait 7. Donc, et bien sûr, admettons que maintenant Juliette lance ses 2 dés et que le premier dé affiche un 2 et que le deuxième dé affiche un 6. Donc la somme affichée, la somme calculée, c'est 2 plus 6, c'est-à-dire 8. Donc voilà la règle du jeu. Question. Qui de Juliette ou de Arthur avait le plus de chances d'obtenir 5? Alors, donc ici, pour Arthur, qui a un dé normal, quelles sont les possibilités pour avoir 5? On peut avoir 1, 4. On peut forcément avoir aussi 4, 1. On peut avoir 2, 3. Et on peut aussi avoir 3, 2. Voilà avec Arthur les possibilités pour donc avoir 5. Donc soit le 1 et le 4, soit le 2 et le 3. Donc en fait, lorsque je lance 2 dés, j'ai 6 choix pour le premier chiffre et 6 choix pour le second, ce qui me fait un total de 36 cas possibles. J'ai donc 36 cas possibles, donc 36 résultats possibles lors du lancer de 2 dés à 6 faces. Donc ici 36. Et ici nous avons combien de cas favorables? Nous avons 4 cas favorables. Donc la probabilité que Arthur obtienne une somme égale à 5 est tout simplement égale au nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles, soit une probabilité de 1/9. Maintenant, bien sûr, après, je vous montrerai, on pourra faire un tableau à double entrée pour lister toutes les éventualités. Donc pour Juliette, pour avoir 5, je peux combiner le 1 avec le 4. Donc ici, je peux avoir 1, 4. Attention, j'ai 1, 4 et j'ai aussi, ici j'ai 1, 4, j'ai 2 fois le 1 et 2 fois le 4 en fait. Je peux obtenir 1, 4
d'accord? 4A. Je peux obtenir 4A, 4A et un 4. Autrement dit, j'ai ici 4 possibilités déjà. Je peux aussi obtenir, tirer le 2 ici, et le 3. Mais j'ai encore ici, j'ai 2 fois 2 et 2 fois 3. Donc ça me fait de nouveau 2 fois 2, 4 possibilités. Ce qui fait un total de 4 et 4, 8. Et donc j'ai ici, alors est-ce que j'ai fait un petit schéma, parce que là ça se prête beaucoup plus facilement. Hein, je ne veux pas trop vous égarer. Donc en fait ici, pour ce cas-là, donc ici, pour ce cas-là, donc c'est pas très compliqué, on a dit que ça faisait 4 sur 36, soit 1/9, puisque on peut aisément lister les 4 résultats favorables. Maintenant, pour le D lancé par Juliette, on voit mieux le résultat ainsi, puisque là, nous avons un total de 4 et 2, 6. Donc nous avons un total de 6, j'avais mal compté précédemment. Donc je répète, pour avoir 5, je peux avoir 5 comme ça, 5 comme ça, ok, et puis j'ai un 5 ici. Donc pour Juliette, la probabilité d'obtenir un 5, c'est tout simplement 4, 6 sur 36. C'est-à-dire 1/6. Alors que pour Arthur, c'était 4 sur 36, c'est-à-dire 1/9. Autrement dit, Juliette a plus de chances d'obtenir une somme égale à 5, a plus de chances qu'Arthur d'obtenir une somme égale à 5. Alors donc c'est ce que j'ai répondu un peu plus haut. Donc ici, la probabilité, donc on a toujours 6 cas favorables. La probabilité est le rapport du nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles, ici 36. Donc la probabilité que Juliette obtienne une somme égale à 5 est tout simplement égale à 6 sur 36, soit 1/6. On en conclut que Juliette a plus de chances d'obtenir une somme égale à 5 qu'Arthur, car 1/6 est strictement supérieur à 1/9. Et ensuite, nous avons une autre question. Tac, voilà. Arthur prétend que s'il lance ces 2 dés classiques, d'accord, la somme ayant la plus grande possibilité d'être obtenue est 7. Est-ce exact? Ben là, dans ce cas-là, je vais faire un tableau à double entrée comme tout à l'heure. Donc ici, j'ai mon tableau à double entrée. Pour un dé classique, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, je fais la somme. Et donc, tous les résultats qui correspondent à 7, il y a 2, 4, il y a 6 résultats. J'ai 6 chances j'ai une probabilité de 6 sur 36 d'obtenir avec des dés classiques une somme égale à 7. Et bien sûr, 7, il y a 6 cas favorables. Pour obtenir une somme égale à 6, ça me fait, attention, que 5 cas favorables. Et pour obtenir une somme égale à 8, ça me fait aussi 5 cas favorables. Donc effectivement, la réponse est directe. Donc la réponse est celle-ci. La réponse est celle-ci. À l'aide d'un tableau à double entrée, on dénombre 6 cas donnant une somme égale à 7. Donc le nombre le plus élevé parmi toutes les sommes possibles. On en déduit que la somme ayant la plus forte probabilité d'être obtenue est bien 7, et donc que l'affirmation, on en conclut que l'affirmation d'Arthur est donc exacte. Nous avons après une question
subsidiaire. Ici, nous avons Juliette dispose d'un tableau de synthèse résultant d'une simulation de 1000 lancers de ces 2 dés. Et donc là, elle a obtenu toutes les sommes possibles, les sommes qui vont de 2 à 12. Et là, ça se lit comme ça. Elle a obtenu une somme égale à 5 174 fois. Elle a obtenu une somme égale à 12 22 fois. Question. En observant ce tableau, elle affirme que lorsqu'elle lance ses dés, la probabilité d'obtenir 6 est égale à celle d'obtenir 7. Alors effectivement, on serait tenté de dire oui, parce que j'ai ici le même nombre de cas favorables, d'accord? Donc la probabilité d'après ce tableau d'obtenir 6, c'est 157 sur 1000, c'est-à-dire une probabilité de 0,151. Et la probabilité d'obtenir 7 est aussi une probabilité de 0,51. Mais attention, ici nous avons ce qu'on appelle une simulation de 1000 lancers. Et donc voilà ce qu'on peut faire comme réponse. Bien que le nombre de cas donnant une somme égale à 6 soit égal au nombre de cas donnant une somme égale à 7, le tableau ne permet pas d'affirmer que la probabilité d'obtenir 6 est égale à celle d'obtenir une somme, à celle d'obtenir 7. Car si on répétait une simulation de 1000 lancers, et bien sûr tout ça en vertu des fluctuations d'échantillonnage, on n'obtiendrait pas nécessairement les mêmes résultats. Donc ensuite nous avons une question B. Calculer la probabilité d'obtenir 6 et celle d'obtenir 7 avec les dés de Juliette. Et bien, la probabilité d'obtenir 6 et la probabilité d'obtenir 7 avec les dés de Juliette, c'est exactement ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Il y a 6 cas favorables, donc la probabilité d'obtenir 7, c'est 6 sur 36, soit 1 sixième. Donc la probabilité d'obtenir un 7 est égale à 6 sur 36, soit 1 sixième. Et la probabilité d'obtenir un 6, il y a 5 cas favorables. D'accord? Donc 5 sur 36. OK. Alors, donc ici, la réponse est la probabilité d'obtenir un 6 avec les dés de Juliette est égale à 5 sur 36. Ah, pardon. Ah, excusez-moi, j'ai confondu. C'est avec les dés de Juliette. Avec les dés de Juliette. Et donc là, il faut que je retourne. Avec les dés de Juliette, c'est quoi? C'est 5, c'est d'abord 6 et 7. Alors, les dés de Juliette, je suis désolé, c'est effectivement cela. Alors, 6 avec les dés de Juliette, pour obtenir 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc la probabilité d'obtenir 6 avec les dés de Juliette, c'est tout simplement 1 sixième. C'est-à-dire 6 sur 36. Et la probabilité d'obtenir 7, 1, 2, 3, 4, 5. Et la probabilité d'obtenir 7, c'est 5 sur 36. La probabilité d'obtenir 7. Donc je corrige ici. Donc Juliette a une probabilité d'obtenir 5 égale à... Donc là j'ai fait une erreur. J'ai confondu Juliette et Arthur. Donc là on corrige. Donc là c'est, on a dit 5 sur 36, qui est bien sûr une fraction irréductible. Ok, donc là on efface et on rapporte ici. Voilà, et forcément ici pour
Donc, ah pardon, j'ai pas... non, j'ai confondu les réponses. Attendez, je ramène comme c'était avant. Donc ici, je me place ici. Je me place ici. C'est plutôt là que j'ai fait l'opération. Donc j'efface. La probabilité d'obtenir 6 avec les dés de Juliette, c'est bien 5. Donc j'ai mal compté. Et celle d'obtenir 7. Donc c'est là que ça se corrige. Donc on a dit que là, ça faisait 1/6. Donc là, ça faisait 1/6. D'accord. Donc 1/6. Ok. Et celle d'obtenir un 7, et on a dit, c'est tout simplement 5/6. Voilà. Donc là, une petite erreur. Voilà. C'est parfait. Donc ça, c'est pour la question de proba. On passe maintenant à l'exercice numéro 3. On vous dit ceci. Sarah choisit un nombre entier. À la somme des carrés des deux entiers, à la somme des carrés des deux entiers qui lui succèdent, elle retranche la somme des carrés des deux entiers qui le précèdent. Montrez qu'en appliquant ce calcul à 7, on trouve 84. Donc, les carrés, donc je pars de 7. Je pars de 7. Et donc, les carrés qui succèdent à 7, c'est 8 et 9. Et les entiers qui précèdent 7, c'est 6 et 5. D'accord? Donc, alors, on va donc faire la somme des carrés des deux entiers qui lui succèdent. Donc, on va faire 8 au carré plus 9 au carré. Et ensuite, on fait la différence de la somme des carrés des deux entiers qui le précèdent, c'est-à-dire 5 au carré plus 6 au carré. Donc, on effectue l'opération. En théorie, on doit trouver 84. On va le rédiger après. Calculer le résultat obtenu si l'on choisit 5. Alors si l'on choisit 5, ça me fera donc les successeurs de 5, c'est 6 au carré plus 7 au carré, moins les prédécesseurs de 5, c'est 4 au carré plus 3 au carré. Et donc là, on effectue les calculs. Donc là, j'ai fait les calculs plus bas. Alors, j'ai fait les calculs plus bas. Donc ici, 8 au carré plus 9 au carré moins 6 au carré plus 5 au carré. Donc tout ça entre parenthèses, ça fait 84. Si l'on choisit 5, ça fait 6 au carré plus 7 au carré moins 4 au carré plus 3 au carré. Et ça fait 60. On reporte dans un tableau les résultats obtenus pour plusieurs calculs. Donc voilà, si je choisis moins 37, vous pouvez vérifier, hein, si vous choisissez voilà, 7, ça fait bien 84. Si on choisit 2, ça fait 20. Et si on choisit 0, ça fait 0. Conjecturer une méthode permettant de retrouver le nombre choisi connaissant le résultat. En fait, si vous remarquez bien, vous avez ici ce qu'on appelle un tableau de proportionnalité. Pourquoi? Parce que si vous divisez par exemple la deuxième ligne par la première, vous trouvez tout simplement 12. Autrement dit, si vous multipliez la première ligne par 12, vous retrouvez la deuxième ligne. 10 fois 12, 120. 12 fois 7, 84. 12 fois 2, 24. 12 fois 0, 0. Et 12 fois moins 37, moins 447. Donc, qu'est-ce qu'on peut conjecturer? On peut conjecturer que le résultat est donc un multiple de 12. Mais pas un multiple de 12. En fait, le résultat est un multiple de 12 du nombre choisi. Donc si je choisis 10, mon résultat
sera multiplié par 12. Ça me fera 120. Conclusion, si je choisis n comme entier, mon résultat sera tout simplement égal à 12n. Et donc, on me demande de démontrer cette conjecture. Autrement dit, je vais montrer que si j'entre n, ça me renvoie 12n. On va le prouver. Autrement dit, si dans mon tableau ici, j'entre ici n, je vais montrer que là, j'obtiens 12n. Alors on y va. Donc là, ça nous fera faire un peu de calcul algébrique. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai pris n. Donc les successeurs, c'est quoi? C'est n plus 2 au carré plus n plus 1 au carré. Hein, les nombres qui succèdent à n. Et les nombres, les entiers qui le précèdent, donc je fais moins. Alors, le plus petit entier qui le précède, c'est... Alors, je vais mettre des crochets pour que ça fasse plus propre. Voilà, je vais mettre des crochets. Donc, le plus petit entier, c'est n moins 1 au carré plus n moins 2 au carré. Alors, on va développer tout ça. Donc là, j'ai une identité remarquable. Ça fait a carré plus le double produit. Donc 2n fois 2, ça fait 4n. Plus le carré de 2, ça fait 4. Plus n au carré. Le double produit, ça fait 2 fois n. Plus 1. Alors attention, je mets un moins par sécurité. J'ouvre une parenthèse. Et je calcule à l'intérieur des crochets. Ça me fait n carré moins 2n plus 1 plus n carré moins 4n plus 4. Alors là, je regroupe. N au carré plus n au carré, ça fait 2n au carré. 4n plus 2n, ça fait 6n. Et 4 plus 1, ça fait 6. Pardon, ça fait 5. Moins, entre parenthèses, n au carré plus n au carré, ça fait 2n au carré. Moins 2n, moins 4n, moins 6n. Plus 1, plus 4, plus 5. J'enlève mes parenthèses. Attention au signe moins devant ma parenthèse. Je vais donc appliquer la règle des signes, ce qui me fera 2n au carré plus 6n plus 5 moins 2n au carré. Moins par moins, ça fait plus 6n. Et moins par plus, ça fait moins 5. Et là, vous avez compris, plus 6n, moins 6n s'annule. Donc là, alors, attendez, je vais corriger. Voilà. Plus 2n au carré, moins 2n au carré s'annule. Plus 5, moins 5 s'annule. Il me reste 6n plus 6n. Effectivement, c'était le résultat attendu. Donc mon résultat, c'est bien 12 fois le nombre entré. Voilà, donc pour la présentation, donc ça les calculs se présentent comme ceci. Voilà, les calculs se présentent comme ceci. Donc on a fait le calcul précédemment. Donc ici on peut dire ceci. On peut conjecturer que le résultat obtenu est proportionnel au nombre choisi, 12 étant le coefficient de proportionnalité. En effet, le résultat obtenu est égal à 12 fois le nombre choisi. On traduit cette situation par une fonction f linéaire qui a tout entier n choisi associe le résultat f de n qui est égal à 12n. Donc si petit n est le nombre choisi, alors le résultat obtenu est égal à... Et donc je fais exactement la même opération que tout à l'heure. Je développe, je regroupe. Là, j'ai pas regroupé, j'ai tout développé et j'ai tout simplement simplifié. Très rapidement, en remarquant que plus 2n, pardon, décidément,
Alors, plus n carré, moins n carré, s'annule. Plus 1, plus 4, ça fait plus 5. Moins 1, moins 4, ça fait moins 5, ce qui me laisse 6n plus 6n. Donc en fait ici, il valait mieux dans un premier temps réduire tout ça et réduire tout ça. C'est beaucoup plus facile. En réduisant ici, ça vous fait moins de n au carré moins 6n plus 5. Et en réduisant ici, ça faisait 2n au carré plus 6n plus 5. Et en enlevant les parenthèses, comme tout à l'heure, les n2 se simplifient, les 5 disparaissent, il ne me reste plus que 6n plus 6n. Donc après réduction, l'expression 2, on obtient bien 12 fois n comme résultat. Alors, est-ce que j'ai tout fait? Alors, on continue. Je regarde s'il y a d'autres questions. Oui, dernière question. On me dit ceci. Ce pavage est composé de 18 pentagones, tous superposables. 4 d'entre eux ont été numérotés. Indiquez quelle transformation, translation, rotation, symétrie permet de passer du pentagone 1 au 2, du 2 au 3 et du 3 au 4. Bon, très rapidement, une transformation du plan, c'est quoi? C'est une application du plan dans le plan qui a tout point M, n'est-ce pas? Qui a tout point M associe un certain point M', selon certaines situations. Lorsqu'on est en présence d'une symétrie, alors une symétrie, elle peut être soit axiale, soit centrale. Donc si vous avez une symétrie centrale et que l'image de M, donc l'image de M par une symétrie centrale de centre O, ça va être le point M'. Donc ça équivaut à dire que O est tout simplement le milieu de MM'. Donc ça traduit une symétrie centrale. O est le milieu de MM'. Lorsqu'on a une symétrie orthogonale d'axe delta, donc si l'image de M c'est M', alors il faut dire que cette fois-ci, ça équivaut à dire que delta, la droite delta, est la médiatrice de MM'. Et la médiatrice de MM'. Donc schématiquement, donc ça c'est une symétrie centrale de centre O. Si là je trace une droite delta, là j'ai quoi? Une symétrie axiale d'axe delta qui transforme M en M'. Donc là bien sûr, ce point-là, symétrie de centre O, donc O est le milieu, donc là j'ai un angle droit. Voilà. Et enfin, comment dirais-je, lorsque vous avez une translation, qu'est-ce qu'une translation? Bien sûr, selon une direction et une longueur. Donc vous avez par exemple un bipoint référence. Si vous prenez une translation qui transforme A en B, d'accord? Translation qui transforme A en B. Donc l'image de M c'est M'. Donc pour que M' soit l'image de M dans la translation qui transforme A en B, alors ceci est vrai que si M, le quadrilatère M', attention, M', BA est un parallélogramme, c'est ça une translation. Enfin, une rotation, c'est quoi? C'est une transformation, une rotation de centre O. Une rotation de centre O et de rayon alpha. Alors en général, une rotation, l'angle alpha, et lorsqu'on ne dit rien, c'est toujours dans le sens indirect, direct. Donc l'image de M, c'est M'. Donc là, ça équivaut à dire que bien sûr, l'angle formé, l'angle MO, M' égale alpha, et bien sûr OM
égale au 1'. Autrement dit, si alors est-ce que je peux faire un petit dessin rapidement? J'aurais pas un cercle parfait. Donc là, c'est à peu près, si je prends un truc comme ça, donc si là je définis un point O, si là je définis un point O, et si je prends un point 1' sur le cercle, si je prends un point 1' sur le cercle, M, pardon, et que je cherche l'image de M dans une rotation de centre O et d'angle, alors d'angle alpha, mais dans le sens indirect. Donc dans le sens indirect, c'est quoi? C'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça veut dire que là, de là à là, j'ai un angle alpha. Et donc là, c'est l'image de M que j'appellerai 1'. Donc là, vous avez une rotation de centre O et d'angle alpha, mais bien sûr dans le sens indirect, puisque là je suis dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc là on me demande sans justifier comment fait-on pour passer du polygone 1 au polygone 2. Donc tout le monde voit que pour passer du polygone 1 au polygone 2, donc là on remarque que nous avons ici donc 5 ici pentagones. Donc au total ici nous avons vous pouvez les compter, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons au total donc 6 pentagones. L'angle total ici fait 360 degrés. Et donc 360 degrés divisé par 6, ça me fait, j'ai ici des angles de 60 degrés. Donc comment je fais pour passer du pentagone 1 au pentagone 2, voyez? Donc ce point-là, son image, c'est celle-là. Et donc là, j'effectue donc une rotation de centre A, ce point-là je l'appelle A, de centre A, une rotation dans le sens indirect, rotation dans le sens horaire, rotation de centre A et d'angle 60 degrés. Donc ça c'est pour passer du pentagone 1 au pentagone 2. Maintenant, comment je fais pour passer de 2 à 3? Alors pour passer de 2 à 3, et ensuite on me demande de passer de 3 à 4, donc de 2 à 3. Donc si vous regardez bien ces deux figures, elles sont... voilà. Alors, si je les colorie, on le verra mieux. Donc, comment on passe de ce pentagone 2 à 3. Alors, à 3, si vous regardez bien, on voit qu'ils ont été inversés. Donc c'est très facile à voir. En fait, si je prends le point C et le point B, je vois que si j'indique le centre du segment BC, si j'appelle ici ce point-là, je l'appelle le O, le milieu de BC, tout le monde voit que le pentagone 2 se transforme en pentagone 3 dans la symétrie centrale de centre égale au milieu de BC. Vous voyez, l'image de B, c'est ce point. Vous voyez l'image de ce point-là, regardez bien. Je vais tracer pour que vous voyez bien les images respectives. Donc ce sommet-là, il est là. Ce sommet-là, il va être là. Vous voyez, ce sommet-là, le A va se transformer ici.
Voyez? Et enfin, ce point-là va se transformer ici. Ce point-ci va se transformer ici. Donc, pour passer de 2 à 3, on passe de 2 à 3 par une symétrie centrale de centre égale au milieu du segment BC. Enfin, troisième transformation, comment on passe du pentagone 3 au pentagone 4. Donc du 3 au 4. Donc là, pareil, si je me refais des petits schémas, donc là j'ai 3. Vous allez bien voir. Alors bien sûr, définir une translation avec les vecteurs, c'est beaucoup plus facile que la définir avec simplement un déplacement de 2 points. Mais là, on est tenu de le faire comme ceci. Donc là, c'est le pentagone 3. Et là, je suis au pentagone 4. Donc si vous regardez bien, en fait, vous voyez très bien que là, il y a vraiment un déplacement. Il y a un déplacement. Et le déplacement, en fait, le déplacement, c'est le point C qui va aller vers D. Vous voyez, donc je vais tracer, je vais mettre une flèche, je vais mettre un vecteur pour rappeler un peu ce qu'on faisait au collège. Donc ici, je vais indiquer un vecteur, vous voyez, qui transforme C en D. Et donc une translation, tous les points vont être translatés selon, vous voyez, on a une transformation. Donc je prends ce point-là, son image va se trouver où? Elle va se trouver là. Et si vous regardez bien le quadrilatère que je viens de former, je refais un peu, et j'enlève la flèche pour pas trop saturer le schéma. Et donc si là, je trace son image, vous voyez, j'ai un parallélogramme. Ce quadrilatère-là est un parallélogramme. L'image de ce point, ça va être quel point? Ça va être ce point. Et là, pareil, j'ai toujours un parallélogramme. L'image de ce point, c'est ce point. D'accord? Et enfin, l'image de ce point, c'est ce point. Donc, j'ai bien une translation. C'est la translation qui transforme le point C au point D. Translation qui transforme C en D. Donc, le polygone 3, pour passer du pentagone 3 au pentagone 4, on ne passe à l'aide d'une translation. Alors rédiger, voilà ce que ça donne. Rédiger, voilà ce que ça donne. La transformation qui permet de passer du pentagone 1 au pentagone 2 est une rotation de centre A et d'angle 60 degrés dans le sens horaire ou bien indirect. La transformation qui permet de passer du pentagone 2 au pentagone 3 est une symétrie centrale dont le centre est le milieu du segment BC. Et enfin, la transformation qui permet de passer du pentagone 3 au pentagone 4 est la translation qui transforme le point C en D. Voilà. Vous avez ainsi eu le corrigé de tout le sujet, enfin pour la partie scientifique du groupement 3. Bon, un sujet un peu long. Bon, j'espère que vous avez pu suivre. Donc n'hésitez pas donc à télécharger le sujet et à reprendre les éléments pas à pas. Ok, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez fait. C'était le but en fait. Alors si vous voulez bien sûr me retrouver, je suis sur icrpe.com et bien sûr le document je le posterai sur iclass.com et je mettrai le lien dans la description. Allez, je vous dis à bientôt.